Justin est défenseur de la relocalisation et de la souveraineté alimentaire, un dirigeant d'organisation à but non lucratif, un consultant, un conférencier et un chercheur Nuffield. Il est actuellement directeur exécutif de Farmers Markets of Nova Scotia, une coopérative à but non lucratif regroupant plus de 40 marchés. Il est cofondateur et président de Canadian Farmers Markets, l'Association nationale des marchés de producteurs et productrices du Canada, et membre fondateur de la World Farmers Markets Coalition, financée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Justin est l'un des fondateurs et directeurs de la Halifax Regional Food Hub Cooperative et l'un des fondateurs et directeurs de l'Atlantic Food Action Coalition. Il est également conseiller du Center for Local Prosperity, une organisation caritative spécialisée dans la relocalisation. Sans plus tarder, je passe la parole à Justin. Merci beaucoup. Thank you, everybody. Merci beaucoup. Je vais parler en anglais aujourd'hui, mais si vous avez des questions, je suis très content de les répondre en français, même si mon français est un petit peu rouillé. I will switch over to English now for my presentation. And, Donc, je vais maintenant me tourner vers le français et il me tarde de discuter. J'ai 45 à 60 minutes et je vais faire de mon mieux pour attirer et garder votre attention tout au long de la présentation. And I'm wondering if everybody can see this all Je right. me pose la question si vous pouvez voir mon écran. Excellent. Well, thank you Très so bien. much for having me. My name Alors, is merci de Justin m'inviter Contafio. ici. Mon nom est Justin I'm Contafio currently et je suis living in actuellement, Egalik, je vis à Egalik, Mi'kmaq name for qui est le nom Mi'kmaqui de Hunneberg. Mi'kmaqui, la terre des Mi'kmaqui, ce sont les terres non cédées des peuples Mi'kmaqui. Comme il a été déjà mentionné, je suis un avocat de la souveraineté alimentaire. J'ai occupé plusieurs rôles, plusieurs postes, y compris j'ai travaillé en mon master, a travaillé dans les marchés fermiers à travers le Canada. J'ai vendu également du poisson et des produits de poisson à la plage. Et je l'ai fait, et depuis ces 8 dernières années, je me concentre sur le rôle des marchés fermiers dans la résolution des problèmes alimentaires. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une des études que j'ai faites aujourd'hui, qui a été faite grâce à une bourse de Nuffield. Nuffield est une bourse internationale que le Canada possède et qui permet aux boursiers de passer 4 à 5 ans au Canada, d'explorer également un peu le monde dans le pays qu'ils veulent et à faire une étude sur la situation de l'alimentation. Et je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait et ce que j'ai découvert et comment cela est lié au travail que je fais. Et j'espère également que ce sera lié au travail qui est fait au Nouveau-Brunswick et au-delà. Alors, ça serait intéressant pour moi de dire merci. J'ai reçu vraiment un financement assez intéressant pour effectuer ces voyages, que ce soit de agriculture Nouvelle-Écosse, mais également on les connaît également, Food Grows Here, qui est Taproot Farms, qui est une communauté partagée par l'agriculture. Nous avons Dalhousie University, la faculté de l'agriculture, et bien sûr bien sûr de l'organisation qui m'a permis dans laquelle je fais partie, mais qui m'a permis de continuer à travailler, qui est Farmers Market ou les marchés fermiers de Nouvelle-Écosse et qui m'a permis d'aller à plusieurs endroits dans le monde. Alors là, vous avez un peu en général de quoi parle mon étude, un aperçu de la présente conférence. Aujourd'hui, on va parler des introductions à mon sujet de recherche et voyage, les défis auxquels fait face le système alimentaire actuel du Canada, les marchés fermiers, les systèmes alimentaires locaux et leur qualité et ce que les marchés fermiers veulent dire pour moi. Je vais explorer ce que j'ai appris et comment on peut aborder ces problèmes et enfin les recommandations pour tirer parti des avantages des marchés fermiers et des systèmes alimentaires. Et je terminerai par des remarques finales. Alors, grâce au financement qui m'a été fourni par
la bourse Nutfield, j'ai eu le privilège d'aller à travers le Canada, mais également en Europe, telle en France, Italie, Malte, mais également au Mexique, au Portugal, en Espagne. Et j'ai fait un voyage séparé à Turquie en me concentrant sur la partie occidentale de la Turquie. Ça veut dire, je voulais explorer les marchés fermiers en Turquie. Ce que je voulais vraiment faire, en fait, un peu faire découvrir le contexte, ce qu'est comment étaient faits les marchés anciens fermiers. Et je vais parler un peu la nature des anciens marchés fermiers. Et l'objectif est vraiment qu'on puisse changer le système alimentaire au Canada. Et je voulais également voir ce qui se fait ailleurs dans le monde. Alors, j'ai exploré certains défis dont fait face notre programme alimentaire et j'en suis sûre que vous les connaissez. C'est important. Donc, n'importe quel endroit où j'étais dans le monde, en fait, ces problèmes, cette insécurité alimentaire est presque la même, à des degrés différents. Bien sûr, et les agriculteurs sont affectés. Comme nous savons, l'agriculture, les réglementations agricoles sont affectées. Et cela est dû au capitalisme et cela a donné suite à une industrialisation et une mondialisation. Et ainsi, le système alimentaire du Canada est devenu de plus en plus, comme c'est le cas à travers le monde, plus corporisé, concentré, consolidé et conventionnel. Bien sûr, ce changement dans la manière avec laquelle notre système alimentaire est structuré est basé entièrement sur un processus économique extractif. Nous avons érodé, nous avons une insécurité alimentaire qui est en 2023, 28,9% de la population mondiale était dans une insécurité alimentaire. En 2022, près de 23% de Canadiens vivaient dans l'insécurité alimentaire. En Nouvelle-Écosse, l'année dernière, plus de 29%, ça veut dire un quart de la population a vécu cette insécurité alimentaire, ce qui est nettement plus important de ce qui est notamment pour les foyers racialisés. Ça veut dire qu'ils souffrent à plus de 37% jusqu'à 38% en Nouvelle-Écosse. Plusieurs experts, y compris notre propre gouvernement, a noté que les systèmes alimentaires sont de moins en moins résilients et bien sûr, ils sont affectés de plus en plus par les tarifs douaniers et les tensions géographiques. Nous avons également une crise agricole à travers le monde. Nous avons les systèmes alimentaires mondiaux qui sont de plus en plus sous-financés et nous avons des écarts, des fossés. Nous avons un manque d'infrastructures alimentaires et les dettes des fermes agricoles au Canada depuis 2000 jusqu'à 2019 ont atteint des niveaux très importants. Des spéculations, les problèmes de financement, le manque de développement a vraiment affecté les fermes. Et nous avons remarqué également que la taille des fermes a baissé de 23% de 2001 jusqu'à 2021 au Canada. Nous comptons notamment sur l'automatisme, sur les machines, mais également une main-d'œuvre migrante précaire. Et en Nouvelle-Écosse, nous avons également, depuis 2016 jusqu'en 2021, nous avons perdu plus de 21% de nos fermes au Canada. Nous répondons à 80% de nos besoins alimentaires. Ça veut dire que nous sommes autosuffisants. On était autosuffisants en 2000 et cela a été réduit à 70% en 2015. Et maintenant, le contrôle des compagnies, la consolidation et l'augmentation dans nos systèmes alimentaires. Par exemple, nos systèmes alimentaires est contrôlé au Canada à raison de 80% par 5 compagnies. Ça veut dire de grandes compagnies qui occupent tout cet espace. Cela n'affecte pas forcément notre suffisance alimentaire, mais également notre souveraineté, le droit de nos peuples de définir et de contrôler leur propre système alimentaire et assurer un accès équitable à ces
ressources et prioriser les besoins des communautés locales. C'est un défi que nous voyons un peu partout dans le monde. Et là, vous avez une citation qui a été, alors, c'est une citation que j'aimerais mentionner ici, qui a dit par Olivier Deschooter, qui dit « Et mesurer à l'aune de l'exigence qu'ils doivent contribuer à la réalisation du droit à l'alimentation, les systèmes alimentaires dont nous avons hérité du XXe siècle ont échoué. » Il était conseiller, il était rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de l'alimentation. Maintenant, je vais vous parler vraiment de ce qui a guidé mes études. Le point principal qui a guidé, c'est quoi le modèle de marché fermier? C'est une imagination, c'est un marché public, c'est une institution ancienne, c'est une institution qui existe même avant l'agriculture. Ils ont apparu à travers le monde, ça veut dire qu'ils ont cette tendance humaine. Dès que nous avons un surplus, une abondance, nous les rassemblons et nous essayons de distribuer ces aliments, ces produits dans un marché public. Et cela est très spécifique, c'est propre à l'humain. Et ce qu'il faut savoir, c'est les marchés fermiers sont un peu des lieux où les fermiers ou les agriculteurs et les producteurs d'aliments vendent leurs produits directement aux clients. Nous savons que cet espace public et ces marchés fermiers peuvent être à l'extérieur, ils peuvent être bien financés, ils peuvent être des bâtiments, ils peuvent être dans des parkings. Et ça ne veut pas dire. Donc le Canada a une longue histoire de marché fermier. Actuellement, nous avons un peu une bataille entre deux marchés fermiers, bien marché public, parce que le marché de produits de poissons de Seaport de Halifax, en Nouvelle-Écosse, opère continuellement depuis 1750. Oui, vous avez très bien entendu, mais également celui de ce marché public de Saint John, qui est là depuis 1785. Donc, ils ont un peu une compétition entre les deux. Donc, le secteur des marchés des agriculteurs croît et nous avons actuellement à peu près 700 marchés fermiers et nous avons une croissance de 5 à 7% chaque année. Et bien sûr, les thèmes des systèmes alimentaires changent chaque année selon la production. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons des éléments de circuit court et nous avons des représentants à travers ces marchés, nous avons des institutions, nous avons des CSA, nous avons des revendeurs locaux indépendants, des coopératives, des pôles alimentaires. Et bien sûr, nous avons bien sûr la relocalisation qui est quelque chose que j'adore. Ce qu'il faut savoir, c'est l'agroécologie est un cadre qui met l'accent sur la biodiversité et la mise en échelle. Ce sont les sujets qui m'ont porté dans mon travail afin de créer des systèmes alimentaires résilients. Alors, quels sont les défis dont font face les marchés agricoles, pas seulement en Nouvelle-Écosse, mais également du Canada, mais également à travers ce qu'il faut savoir, c'est le mot le plus important, c'est ancré. Le mot le plus important, c'est ancré. Je vais le dire encore et encore une fois. Nous avons une échelle humaine. Ce sont les modèles de marché, ce sont des systèmes qui sont ancrés directement dans l'essence même, dans les gens. Ils représentent les gens qui sont en place. Les marchés sont des composantes intégrées du système. Elles comprennent des humains. Elles comprennent cette existence humaine. Vous savez, quand j'ai voyagé en Europe, j'ai pu voir les marchés. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais à Paris et j'ai pris en fait le métro et je suis arrivée au marché. C'était presque impossible parce qu'il y avait tellement de personnes. Les marchés de fermiers construisent une résilience, une adaptabilité dans les systèmes alimentaires. Ils sont ancrés, ils sont intégrés au sein des systèmes, dans les communautés, mais ils font partie de la communauté. Et grâce à cette résilience, cette réponse, cette adaptation qu'ils ont et cette nature flexible, les marchés fermiers peuvent être utilisés pour contrer les changements climatiques, faire face, par exemple, au système pour aider le système alimentaire, comme ce fut le cas pendant la COVID-19, où ils étaient présents pour répondre aux besoins de la population. J'aimerais
également ici une autre image, vous montrer une autre image du marché en Turquie qui était à Adana, qui a continué à opérer bien que le bâtiment a été détruit. Sans aucune infrastructure, les marchés fermiers peuvent continuer à opérer. Ils ont juste besoin d'espace. Ce qu'il faut savoir, ces marchés fermiers nourrissent la communauté, cette cohésion sociale, la confiance à plusieurs défauts, parce qu'ils sont là pour les gens. Ce sont des marchés publics qui servent le public. Ça veut dire qu'ils construisent une confiance, de la camaraderie, de la transparence, de la traçabilité et de la redevabilité. Et qu'est-ce que cela fait? C'est que nous avons ce sens de relation, d'amitié, une communauté qui n'est plus liée, qui a cette cohésion sociale. Ce qui est important également, c'est qu'ils réduisent le fossé, par exemple, entre les zones rurales et urbaines. Ils servent comme des espaces tierces où tout le monde peut se rassembler, alors que les endroits manquent à l'appel. Ce sont des connecteurs entre les agriculteurs, les producteurs et les consommateurs. Qu'ils soient formalisés ou pas, ils jouent un rôle important dans l'éducation alimentaire et ils donnent une image humaine au système alimentaire. Ils aident les peuples et les gens à mieux manger à travers tout le long des saisons. Et on peut tirer profit de cela à travers une bonne organisation pour augmenter la consommation d'aliments locaux, mais également d'avoir des résultats variés, d'une consommation variée, une production variée. Ce qu'il faut également savoir, hein, les marchés agricoles, les marchés fermiers également font la promotion des traditions culinaires. Ils représentent les communautés qu'ils servent à plusieurs échelles parce qu'ils ont été construits par ces communautés. Mais ce qui est encore plus important, c'est que les vendeurs de ces marchés fermiers, ils ne produisent pas beaucoup pour un marché ambigu, pas du tout. C'est pour servir leur communauté. Et cela veut dire souvent la communauté a son mot à dire par rapport à la production qui est vendue, qui est faite. Et les marchés également sont des mécas culinaires, hein, ou bien des mets culinaires. Vous pouvez promouvoir et préserver la cuisine régionale. Je me souviens quand j'étais sur la route des soies à l'est de la Turquie, par exemple, j'étais dans un marché où il y avait un bazar, en fait, un ancien marché public. On m'a dit qu'il y a 150 ans, 200 ans, et quelqu'un m'avait dit, vous savez, j'ai ce produit. Peut-être que vous allez goûter. C'est un produit qui s'appelle la baklava. C'est là où c'est un marché. Là, dans ce marché, vous pouvez manger dans le kebab, le salgom, et vous avez tous ces produits régionaux. Ce qui est très intéressant quand vous avez une consommation régionale de ces produits et vous avez cette fierté, alors vous pouvez créer un produit qui est exportable. Je pense ici à ces vins qui ont bien préservé. Je pense également au fromage, à ces mets, mais également à ces viandes qu'ils ont en Espagne et en Italie, qu'ils ont construit dans la communauté. Ce sont des produits qui sont protégés, qui peuvent être vendus à d'autres parties du monde qu'on peut exporter. Ce qui est encore important, les marchés fermiers assurent et font la promotion de la souveraineté alimentaire. Ici, vous avez un exemple, c'est dans l'état de Jalisco, à Guadalajara, au Mexique. Ce monsieur est paillé, s'appelle Paillé. Paillé est un petit producteur. Sa famille est paysanne depuis longtemps. Et bien qu'il soit un paysan extraordinaire, dont il est le plus fier, c'est le maïs. Paillé est également sauf des graines. Et cela m'a rappelé un peu sa ténacité. Il tient à cette culture, mais également à la protection de l'écologie et de protéger la durabilité, la protection des variétés. Des variétés, peut-être que certaines de ces variétés sont considérées comme ne valant rien à travers le monde, mais lui, il les protégeait. Mais cela est la base, les fondations de produits que nous ne connaissons peut-être pas, mais qui nous permettent, par exemple, de pailler c'est des produits que produit Paillé, par exemple, un jus à base de maïs ou même de jus même avec une farine qui est utilisée avec le massa ou qui est utilisée, qui est fermentée. C'est une fleur également qui est fermentée. Et cela permet, en fait, qui facilite la digestion. C'est un très bon nutriment et
et qu'on utilise également pour les tortillas. Et cette variété de maïs est protégée, est disponible tout le temps. Paillé, Paillé vend ses produits dans un marché public. Grâce à ces marchés publics et à travers les conteneurs que vous avez tous ces produits, ces graines qu'il vend pour que les autres agriculteurs peuvent les acheter. Si personne n'achète les graines de Paillé, eh ben, certaines variétés vont disparaître. Et Paillé travaille pour protéger certains de ces produits. Un autre exemple de la manière avec laquelle les marchés fermiers peuvent promouvoir la souveraineté alimentaire et à travers la souveraineté alimentaire autochtone et que nous voyons notamment dans les États coloniaux comme le Canada. Donc, ce sont les terres où nous sommes maintenant invités au nord, dans les côtes dans la partie dans la région nord de Oaxaca, quand nous avons un village qui s'appelle Siro Kemaro dans la terre de Sierra Matasecat, dans les montagnes avec les peuples mazatèques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais avec David et son partenaire. David parle français, espagnol et son partenaire parle aztèque et nous avons avoir une conversation ensemble. J'ai pu voir l'importance du marché fermier et comment ces marchés fermiers permettent à ces populations de semer et de cultiver des produits de façon autochtone. Par exemple, à travers ces terres où l'agroécologie et l'agroforêt permet à ces populations de produire des bananes, du chili et du chocolat et même de permettre aux vaches d'y vivre. Et le matin, j'entends ce marché, j'ai entendu cette musique et pour moi, c'était tukutuka, la musique. Et vous savez, je me réveillais le matin, j'étais dans un hôtel et je me disais, mais c'est quoi cette musique? Et en fait, ils ont mis un haut-parleur qu'ils utilisent surtout pour les tremblements de terre et ils ont mis une chanson qui disait à tout le monde que le marché public allait ouvrir. Et j'ai vu ces personnes venir qui marchaient vers ce marché et ils allaient célébrer ce marché fermier. Et j'y étais, j'étais ravie. C'était un petit marché, mais il était extraordinaire, qui avait un pouvoir extraordinaire. Quelque chose qui attirait mon attention était cette petite présentation par les enfants de l'école, ils parlaient des produits, de la forêt, la pratique que les peuples autochtones faisaient. Et après cette présentation, en fait, je me rappelle que je suivis ces petits enfants et qui étaient des petits garçons, en fait, qui étaient sur leur vélo, qui s'amusaient. Je leur ai posé la question, mais c'est quoi votre aliment préféré? Parce que je pensais, en fait, alors que je regardais autour de moi et que je conduisais tout au long, j'ai vu toutes ces fermes qui étaient consolidées et qui devenaient des producteurs de grands produits. J'ai voyé des signaux bleus partout et c'était écrit Nestlé partout. Nestlé. Alors que ça veut dire que ces terres autochtones traditionnelles étaient transformées dans des plantations de Nestlé. Et ça veut dire que dans quelque temps, toute cette souveraineté alimentaire allait disputer. Et ces jeunes personnes étaient là à parler de production alimentaire traditionnelle. J'ai posé donc cette question à ces jeunes enfants et à ces jeunes garçons s'est tourné et ils sont devenus, ils avaient cette point de vue et ils ont un peu courbé l'échine et ils ont commencé à parler avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de force pour parler de la tradition. Et ils ont commencé à citer qui avait les meilleurs produits, les meilleures pratiques, qui avait les meilleures sauces, qui mangeait les meilleurs produits. Et j'ai adoré cette conversation. Et par la suite, là, à côté, vous avez le monsieur en blanc, avec le t-shirt blanc. Ici, il était le maire. Il m'a demandé qu'en penses-tu de notre marché? Et encore une fois, je parlais à travers de David, alors je lui parlais en français, elle lui parlait en espagnol. Alors il y avait une interprétation quelconque. Vous avez un grand succès à résister quand tout autour de vous, vous retrouvez en
transformation en matières premières et colonialisme. Quand j'ai demandé aux petits hommes du village quelle était leur alimentation préférée, ils ont dit notre nourriture, de façon passionnée. Et comme je disais ceci, mon ami David, qui faisait la traduction, lui pleurait. Et par le temps qu'on avait fini l'appel, le maire pleurait, le jeune homme pleurait. Il a mis sa main sur mon corps. Il m'a dit merci d'avoir dit ceci. C'était un moment d'impact. Ce qui arrive lorsque les marchés de producteurs sont gérés par les gens, que l'agence et l'autonomie est intégrée dans ce qu'ils font. Quelque chose d'autre que les marchés de producteurs font de façon incroyable, c'est qu'ils peuvent réduire l'insécurité alimentaire. C'est important qu'on n'aborde pas une course vers le bas. Certains des prix des aliments qu'on voit dans les épiceries, dans les bannières, sont des prix artificiels qui se fient sur des subventions et des facteurs externels pour s'y rendre. Et si nos producteurs locaux se combattent pour avoir les produits les moins dispendieux, on va toujours perdre. J'ai perçu ceci avec tous les pêcheurs à petite échelle dans une coopérative qui a dû fermer les portes dû au fait que les petits pêcheurs ne pouvaient pas se permettre, ce n'était plus abordable de pêcher. Ils ne pouvaient pas compétitionner avec le prix des matières premières, la commodité. En même temps, avec les niveaux d'inflation alimentaire record, beaucoup des produits au marché fermier sont plus abordables que ce qu'on retrouverait à l'épicerie et ils sont aussi résilients. Ils créent une zone de confort contre l'inflation. Et je peux vous donner un exemple excellent. En janvier, Dr. Phoebe Stevens de l'Université Dalhousie et Ricky Mazdiad de l'Action d'écologie et Mme Gerhardt et moi-même, nous avons publié un papier de recherche qui a exploré l'inflation des prix alimentaires au supermarché, à l'épicerie et épicerie. Et pour la majorité des produits, l'inflation augmentait de façon plus importante que comparé au marché des producteurs. Alors, on voit que l'inflation impacte les marchés producteurs de façon moins importante. On contribue aussi à la résilience qui nous assure qu'on a toujours une source d'aliments frais et qui peut combattre les choses comme les tarifs douaniers, les feux de forêt et tout autre événement qui augmente en fréquence et intensité du changement climatique. Et de façon importante, les marchés des producteurs, on peut en tirer part comme une infrastructure de production locale d'alimentation pour créer des programmes qui pourraient peut-être adresser les symptômes d'insécurité alimentaire tels que des programmes de billets de nutrition. À la Nouvelle-Écosse ont un programme qui est en opération depuis 2019 intitulé Nourrir les communautés où on donne des centaines de milliers de dollars en billets aux gens qui expérimentent l'insécurité alimentaire. Ils peuvent utiliser ces billets sur n'importe quel produit à leur marché de producteurs, marché de fermiers. Les marchés de producteurs sont des engins économiques. Et je veux dire ceci dans plusieurs sens. C'est des incubateurs de petites entreprises, ils créent des emplois, ils remplacent les sociétés, c'est des ancres économiques locales. Pour chaque million de dollars vendus à travers un marché de producteurs, vous créez à peu près 13 emplois, versus seulement 3 pour chaque million vendu à travers d'une épicerie ou un supermarché. On dérive aussi un bénéfice de l'effet multiplicateur d'économie régionale qui peut être de 2 à 4. C'est ce qui arrive lorsque nos dollars restent chez nous. Ils sont dépensés localement au lieu d'être enlevés par les grandes sociétés dans les comptes de banque à outre-mer, comme Jeff Bezos, par exemple. Et ce n'est pas seulement un petit montant, c'est une somme importante. Le marché des producteurs a une valeur de 1,6 milliard annuellement en impact économique direct. Un exemple ici, en Espagne du Nord, dans une région appelée Asturias, dans le nord de l'Espagne. Pour la majorité des gens, si je décrivais cette région, ils devineraient peut-être que c'est la Nouvelle-Écosse, sans donner le nom. C'est une région côtière, littorale, ayant une population d'à peu près 1 million. Les industries principales sont le charbon, l'agriculture, les forêts et les poissonneries. Ils ont beaucoup de zones littorales, ils ont des collines avec des pommes. Ils sont connus pour leur production de cèdre. Quand j'étais là, je pensais, oh, c'est comme la Nouvelle-Écosse. Et pendant que c'était très amusant, ce qui était encore plus amusant, c'était
la saturation et abordabilité du cidre de pomme, mais plus importantement, les fruits de mer, les produits de mer. Et j'essayais de savoir pourquoi. J'allais au bar, aux tavernes, des places qui ne sont pas généralement reconnues pour avoir accès aux bons fruits de mer, mais dans les tavernes, je retrouvais des choses comme des palourdes, des différents poissons, des produits incroyables qui étaient très, très abordables, peu dispendieux, et n'importe où j'allais, peu importe la taille du village, il y avait souvent une infrastructure de production de poissonnerie. Alors, j'ai investigué pour déterminer ce qui se passait. J'ai déterminé que les Asturiens mangent 25 fois plus de fruits de mer que ceux en Nouvelle-Écosse par capita. Donc, lorsque les gens disent que le marché local ne vaut rien, je leur pointe dans cette direction comme exemple parce que j'ai trouvé la valeur du marché de fruits de mer en Nouvelle-Écosse pour les fruits de mer qui sont pêchés en Nouvelle-Écosse, consommés en Nouvelle-Écosse et multipliés par 25. Si la Nouvelle-Écosse mangeait comme les gens de l'Espagne du Nord, on générait 12 milliards additionnels pour notre économie, tout en consommant nos fruits de mer locaux. Mais sans cette infrastructure locale et avec des politiques orientées vers les exports, c'est impossible de garder cette valeur locale. C'est quelque chose dont les marchés de producteurs font très bien. Les fruits de mer sont intégrés dans la culture de ces gens dans l'Espagne du Nord et c'est abordable parce que il y a une infrastructure à l'échelle locale importante. Les marchés de producteurs supportent les fermiers et une agriculture durable. C'est important parce que les grandes fermes essaient de vous dire que les petites fermes, en fait, produisent au-delà de 70% de l'alimentation mondiale. La majorité de la nourriture qui est consommée sur cette planète est produite par les cultivateurs non industriels et la majorité d'entre eux qui vendent au marché de producteurs utilisent des méthodes agroécologiques. Les marchés de producteurs nous donnent des prix fermes et justes. Ça permet les fermiers de déterminer leur prix. Et ils permettent de demander des prix plus élevés que sur le marché d'export. Voici un exemple de comment un gouvernement aide à supporter. C'est un mot qui se traduit moins bien en anglais, mais en français, c'est paysan. Si je sortais sur la rue et je disais, vous êtes un anglophone pourrait s'enrager, mais si je descendais à Richibouctou et je dirais, bonjour, mon paysan. Il y a beaucoup de gens qui me diraient, oh, comment ça va? Et en France et en autres parties du monde, paysan ou paysano, c'est un mot presque sacré. Et je pense que c'est très spécial. Et dans les parcs de Luberon, dans la région de Luberon, dans le sud de la France, le gouvernement a fourni une subvention quelconque pour permettre les marchés de producteurs pour être sur les terres publiques, pour supporter les fermiers à petite ou à moyenne échelle, pour continuer à supporter la production alimentaire et non convertir en matière première. C'est génial de voir qu'il y a un espace où les fermiers peuvent vendre leurs produits et ne pas les perdre dans un marché global. Voici un autre exemple que j'ai témoigné en Xochimilco, qui se retrouve, c'est la région traditionnelle au cœur de la ville de Mexique. Et je vous rappelle que la ville de Mexique était pour des centaines d'années une ville de Premières Nations avec leur système alimentaire, production, distribution et ainsi de suite, et souveraineté alimentaire. Alors, Xochimilco, c'est un exemple réel de cette histoire qui n'a jamais terminé. C'est très intéressant. C'est une série de canaux et des îles flottantes créées par les racines d'arbres. Et le peuple local font pour leur... Ils font l'extraction d'une vase riche en nutriments, des canaux qu'ils créent eux-mêmes. Et par la suite, ils le versent dans des formes pour créer un début de semence. Multiples études ont confirmé que cette méthode est peut-être la manière la plus productive pour cultiver au monde et c'est un processus qui est daté de plusieurs centaines d'années. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ces fermes sont presque exclusivement soutenues
en vendant directement aux communautés ou aux marchés de producteurs dans la région. Une démonstration sur comment les pratiques traditionnelles qui ont très peu d'impact et un bon rendement peuvent être soutenues par des marchés de producteurs. Alors, j'aimerais parler un peu à propos de mes recommandations pour réaliser ces potentiels de marchés de producteurs et les systèmes locaux. Et après ceci, on pourra aborder des questions. Alors, ceci, c'est critique, mais créer et la mise en œuvre des lois à divers niveaux de gouvernement est super important. Nous avons besoin des stratégies d'acheter local et nous avons besoin des lois pour s'assurer que ce n'est pas seulement un dressage quelconque, c'est si important. Un excellent exemple de ceci, c'est Paris. Eux, ils ont construit des marchés de producteurs directement dans leur stratégie pour éliminer l'insécurité alimentaire par 2030. Ils ont dit, avec leur stratégie qui a été adoptée en 2018, un des piliers qu'ils vont utiliser pour adresser l'insécurité alimentaire, c'est de construire plus et en investir plus dans les marchés de producteurs. La Barcelone, c'est un autre excellent exemple face à ce qui arrive lorsque des bonnes politiques et des bonnes lois sont la mise en œuvre de bonnes lois au niveau municipal et supportées par des subventions. Ce que vous voyez dans l'écran ici, c'est une carte de chaleur qui démontre où les marchés subventionnés de façon publique se retrouvent à Barcelone. Barcelone a adopté une politique de marché de ville dans leurs locaux qui dit aucun résident de Barcelone devrait habiter à plus de 20 minutes de marche d'un marché subventionné par le public et ça fonctionne. Ce n'est pas au hasard, ce n'est pas une photo cute. Les études ont démontré que des 143 millions investis dans l'infrastructure de marché de producteurs en 2023, que ça fonctionne. À peu près 2/3 des gens à Barcelone nous disent qu'ils magasinent régulièrement à ces marchés hebdomadairement. C'est aussi incroyablement important à l'addition de politiques et de lois de vraiment supporter ces politiques avec l'investissement dans l'infrastructure locale, les ressources humaines et les marchés. Nous avons besoin de l'entreposage, la distribution qui est appropriée avec l'échelle parce que dans plusieurs cas, c'est ça le point qui nous vient d'atteindre l'échelle du système alimentaire communautaire. Et c'est une des raisons que je suis un des cofondateurs du hub régional de Halifax d'alimentation parce que nous avons besoin de cette infrastructure pour aider à nos marchés de fermiers. Ils ont besoin des espaces, ils ont besoin des couvertures qui aident avec l'extension de la saison de vente jusqu'à peut-être quelque chose aussi avancé que ce que j'ai vu ici dans le village de Zapotec, ou voir ici au centre. Ceci, c'est des kiosques. Et des kiosques comme ceci ont été au centre des villes dans cette région pour des centaines d'années. Ils disent souvent dans ces villes, dans cette région, qu'il y a un édifice gouvernemental, une église et un marché public. Maintenant, vous avez une ville. Et ces marchés publics, souvent, ont ces espaces où les gens peuvent préparer et vendre leurs produits, incluant des choses telles que l'espace de cuisine, par exemple, qu'on peut utiliser. Et c'est si important. Aussi, de façon importante, le fait que les marchés de producteurs se fient et se relient sur un travail de bénévoles. Et chapeau aux bénévoles, mais dans un temps où de plus en plus de gens gagnent moins que le salaire vivable et le coût de vie augmente rapidement, nous n'aurons pas les bénévoles dont on avait dans le passé. Et comme on affronte la prochaine vague d'acheter local, on doit être conscient de la différence entre les riches et les pauvres et la crise de coût de vie. Alors, investir particulièrement au niveau gouvernemental et payer un salaire équitable à ceux qui rendent possible les marchés de producteurs va être incroyablement important comme on va vers l'avant. Un autre exemple de juste
comment la politique et le financement peuvent être jumelés. C'est Malta, l'île de Malta, qui se retrouve à l'ouest de l'Italie, où au-delà de 80% de leur alimentation est importée. Eux ont très peu de souveraineté alimentaire et le gouvernement a reconnu ce dernier. Alors, eux, ils ont lancé une stratégie d'acheter local, national, où ils ont décidé d'investir au-delà de 166 millions d'euros pour diversifier leur système d'alimentation locale qui inclut au-delà de 10 millions d'euros pour prendre le marché de producteurs externes et de le couvrir au centre de l'île pour que les Maltais ont un endroit prédictible ainsi que les vendeurs. Une autre chose qui est incroyablement importante, c'est qu'on doit supporter les vendeurs à travers des canaux de vente diversifiés. Souvent, je vais demander aux gens, si je me rends à une conférence de fermiers, combien d'entre vous se rendent riches en vendant vos produits au marché de fermier? Il n'y a personne qui lève la main parce que c'est pas comme ça qu'on s'enrichit. En fait, si vous essayez de vous enrichir en étant fermier, c'est très rare. Nous avons besoin de plus que les marchés de producteurs. Ils ont tellement de belles qualités, mais nous avons aussi besoin de supporter les fermiers et les producteurs d'alimentation en leur donnant d'autres canaux de vente auxquels ils peuvent vendre leurs produits. Ça aide aussi les fermiers à entreprendre des risques et augmenter la taille de leur entreprise. Mais puisque l'authenticité et la qualité, cette valeur locale est si importante au marché fermier, c'est que si on peut mobiliser les marchés fermiers comme étant des ancres pour d'autres opportunités, qui incluent des choses telles que des hubs de nourriture, des restaurants, des détails indépendants, et un écosystème de nourriture locale qu'on avait dans cette partie du monde. Une autre chose importante que je dois toujours mentionner, c'est la puissance du procurement institutionnel ou la puissance du coffre public. C'est fou de penser que nos dollars de taxes soient dépensés sur la nourriture qui est importée d'autre part quand on peut le produire dans notre cour arrière. On est sur un engin économique massif si on offrait nos dollars de façon préférentielle envers nos produits. On pourrait stimuler une résurgence dans la production locale et c'est ça qu'on doit voir arriver dans mon opinion. Aussi, on doit aussi investir dans la programmation. Un des exemples qui était très apparent à moi, c'est Campagna Amica, qui est italien pour paysage amical. C'est un programme qui a été rassemblé par Coldiretti, qui est le syndicat de fermiers la plus importante en Europe, ainsi que le gouvernement italien. C'est un réseau d'à peu près 1200 marchés de producteurs, ainsi que des centaines de fermes et des centres d'agrotourisme. Il génère au-delà de 4 milliards d'euros en activité économique annuellement. Et le réseau maintenant représente au-delà de 15 000 fermes. La majorité d'entre eux sont à petite échelle. Et ça fonctionne très bien. Au-delà de 1/3 d'Italiens visitent de façon régulière ces marchés et le branding est simple. Ils fournissent des tentes, des aprons pour que ces marchés de fermiers puissent juste arriver n'importe où en Italie. Les touristes et les résidents savent que c'est ici qu'on peut acheter de la bonne nourriture locale. C'est comme être dans un maire de Highlander et c'est très efficace. Je sais qu'on peut faire ceci dans les endroits tels comme ici, en Nouvelle-Écosse. Le gouvernement a investi dans quelque chose intitulé le Blue Voucher Program de Nouvelle-Écosse, où un billet de 10 $ a été donné à chaque étudiant en Nouvelle-Écosse, ainsi à la fois en université et collège. Et grâce à la pression offerte par notre organisation, les nouveaux arrivés qui arrivent en Nouvelle-Écosse vont aussi recevoir ce billet de 10 $ qu'ils peuvent utiliser à chaque marché de fermier ou coopérative. C'est au-delà de 2 millions d'argent gratuit, essentiellement, en circulation, qui est un montant petit, mais peut être très important aux petits producteurs. Mais de plus, ça peut rendre les gens au marché de producteurs pour peut-être leur première fois et ils vont avoir ce moment de « aha ». Et tout à coup, ils vont réaliser que les marchés de producteurs sont
plus qu'ils pensaient auparavant. C'est comme ça qu'on peut changer le comportement des consommateurs. Quand les gouvernements subventionnent pour faire la promotion de ce type d'industrie et leur faire durable, plus qu'un projet pilote. Mais là, tout à coup, on peut faire un changement réel, itératif, au fur et à mesure. En dernier, et c'est pas seulement juste une note, je pense que c'est un thème qui doit résonner dans tout le travail qu'on fait, c'est qu'on peut et on doit en tirer part des marchés de producteurs pour l'équité alimentaire, la souveraineté alimentaire et la justice sociale. Ils sont menés par la communauté quand ils sont bien réalisés, qui veut dire qu'ils peuvent donner l'agence, l'équité alimentaire aux communautés qu'ils desservent. Il y a des exemples dans les marchés de fermiers en Toronto. Un autre exemple en Toronto, c'est le BIPOC New Farmer Initiative, un marché de fermiers. Un autre exemple serait le Taking Root Programme qu'on fait en Nouvelle-Écosse. C'est un programme créé spécifiquement pour enlever des barrières pour les vendeurs au marché de producteurs qui s'auto-identifient comme étant BIPOC ou des nouveaux arrivés. On fournit des tables gratuites, un soutien, un financement pour leur aider à devenir des vendeurs et enlever des barrières. Autres exemples sont, j'ai manqué cela. Avant le maïs, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de souveraineté. Les mouvements tels que la souveraineté alimentaire qu'on peut en tirer part à travers des marchés fermiers parce que ces marchés sont souvent pour le peuple. On peut leur utiliser comme des opportunités éducationnelles pour les gens qui peut-être ne sont pas aussi engagés comparé aux gens qui vendent au marché de producteurs. C'est une immense possibilité. Et certainement un autre exemple, comme on a mentionné, à la région Mazateka, c'est qu'arrive-t-il lorsque les marchés de fermiers sont gérés par et pour la communauté dont ils desservent? Alors, ceci, ça m'amène à mes remarques de conclusion. Après ceci, je serais content de répondre aux questions. Premièrement, peut-être à propos de notre système alimentaire au travers de l'île de Tortue. Comme tous les autres systèmes alimentaires mondiaux, on affronte de nombreux défis et je crois que les marchés de producteurs offrent des solutions à ce dernier. Les systèmes locaux, on peut en tirer part pour adresser tous ces défis, des défis qui sont posés par le système global parce que tout obstacle, c'est une opportunité. On a besoin des politiques et des investissements pour offrir le potentiel de relocaliser les systèmes locaux. Ça ne peut pas être juste un petit projet pilote, ça doit être le cheminement pour une nouvelle économie pour le peuple qui réintègre la résilience dans notre système agricole et alimentaire et redonne la souveraineté alimentaire au peuple. Mais ce qui me donne l'espoir, c'est que les marchés de producteurs sont des solutions anciennes aux problèmes modernes. Et pour être un peu poétique à la fin, je crois que c'est parce que les marchés de producteurs sont humains au sein. Et d'être humain, c'est d'être communal, c'est d'être ensemble. Et les marchés de producteurs, ultimement, nous démontrent la puissance des gens et de la nourriture. C'est pour ça que je pense qu'eux vont être durables et vont être un aspect clé dans le changement de système alimentaire dont on a si besoin dans cette région ou cette partie du monde. Je serais très content de prendre vos questions. Wow, thank you. Wow, excellent. Merci, Citan Justin, pour cette présentation inspirée. Nous avons à peu près 30 minutes, alors il nous reste beaucoup de temps pour des questions. Allez-y, si vous avez des questions pour Justin, soit l'écrire à texte libre ou enlever la sourdine. Un rappel qu'on enregistre et nous allons vous envoyer le vidéo. Alors, si vous enlevez la sourdine pour demander une question et vous avez votre vidéo d'allumée, vous allez faire partie de l'enregistrement. Alors, si vous ne voulez pas que votre visage soit enregistré, vous pouvez fermer la caméra avant de demander la question ou juste l'écrire à texte libre dans le chat et je peux le lire tout fort pour la foule. Alors, allons au chat, voir s'il y a des questions.
Une note provenant de Christine Alain. Wow! C'est tellement des belles découvertes que vous avez partagées avec nous, Justin. Oui, tu peux certainement arrêter de partager ton Moi, écran. j'ai une question. Est-ce qu'on va avoir accès aux présentations écrites? Est-ce que ça va être envoyé? Ouais, je peux te donner si tu veux, comme une PDF. Merci. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une autre question. Merci, c'était vraiment intéressant. Tout situer le contexte des marchés des fermiers, des marchés locaux dans un contexte global et mondial. OK, ça, c'est vraiment intéressant. Moi, ça me fait réaliser que ici, nous sommes dans la péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick. Là. Ça me fait réaliser qu'on est vraiment loin de se procurer ce qu'on a besoin. Là, on est loin de notre sécurité alimentaire. Et puis, nous autres, on fait face à un problème ici où c'est que de plus en plus, on a des maraîchers et puis, ici, 2-3 ans plus tard, disons, ils arrêtent de produire. Disons. Ça, je ne sais pas si ce problème-là, est-ce qu'il y a d'autres marchés des fermiers font face à cette situation? Merci. Oui, c'est un problème aussi en Nouvelle-Écosse. J'ai beaucoup de collègues qui commencent un métier comme maraîcher ou fermier, puis prennent la retraite à l'âge de 30 pour commencer à devenir un électricien ou quelque chose de différent parce que c'est très, très difficile dans cette époque d'avoir assez d'argent comme fermier. Je trouve que c'est très difficile sans l'investissement dans les systèmes alimentaires locaux de le gouvernement. Ça va être presque impossible. À cette heure, je trouve qu'il y a vraiment comme 2 échelles. C'est soit que tu es maraîchère qui produit des produits niche pour un petit marché, ou tu deviens une agri-entreprise puis tu crées des commodités pour un marché global. On n'a pas un milieu sacré parce qu'on n'a pas assez d'infrastructures ciblées sur les besoins de leur propre communauté. Donc, je crois que ça prend une stratégie au niveau provincial et même peut-être municipal pour vraiment analyser c'est quoi les besoins de chaque région. Parce que je sais qu'il y a des comtés en Nouvelle-Écosse et des comtés en Nouveau-Brunswick où le niveau de sécurité alimentaire est plus élevé et le montant de production est plus élevé. Mais c'est très difficile d'en attendre des Irving, par exemple, chez vous. Puis nous autres, il y a un moratorium sur les licences d'achat de pêche, par exemple, pour avoir des marchés qui sont pour nous autres. C'est ça que je dis souvent quand je travaille avec le gouvernement. Il faut un investissement radical et les politiques qui soutiennent cet investissement, pas seulement des projets pilotes. J'adore les projets pilotes, mais je suis fini avec le fait que le local va être cute. Et c'est quelque chose, je dis en anglais, je ne sais pas le mot pour ça en français, mais c'est pragmatic. C'est ce qu'on a besoin de faire. Donc, ouais, je ne suis vraiment pas la réponse, sauf que je peux partager la tristesse de voir les jeunes qui ne peuvent pas continuer d'être maraîchers après 2-3 ans parce qu'ils sont complètement flambés. Mm-hmm. J'ai une question, moi aussi, ça va un petit peu dans ce sens-là. Je suis dans la péninsule acadienne, moi aussi. Ce que je remarque depuis que des marchés puis que des légumes, c'est que c'est vraiment réservé aux riches. On ne peut pas parler de sécurité alimentaire pour les plus pauvres, puis même la classe moyenne. Parce que les fermiers, pour arriver, doivent demander quand même un peu plus pour leurs produits parce qu'ils n'en ont pas énormément non plus. Ils ne font pas de l'exportation. Et on ne parle jamais de sécurité alimentaire parce que on nourrit seulement encore les riches. Ben oui, tu as raison qu'il y a beaucoup de régions où ce stigma, ça continue. Mais en même temps, je peux voir en Nouvelle-Écosse, par exemple, il y a beaucoup de produits qui sont moins chers au marché public et marché fermier.
oui, c'est très difficile comme si un gros montant, les personnes qui viennent au marché ont arrivé là avec un manteau de Patagonia puis une Subaru Outback. Absolument, je comprends. C'est pas seulement les riches, c'est aussi on a un problème où beaucoup de personnes qui sont au marché sont souvent blancs. On a besoin d'avoir de la diversité aussi. Mais ce que je remarque, c'est qu'on a besoin d'avoir une conversation à propos de la sécurité alimentaire qui n'est pas seulement à propos des prix. Les salaires sont trop bas, le coût de vie est trop haut, le système économique est brisé. Puis il faut qu'on commence à parler le fait qu'on a besoin, ce qu'on dit en anglais, a living wage, assez pour vivre. Puis en même temps, avec l'investissement dans l'infrastructure locale, on peut créer des échelles ou des niveaux d'économie qui aident un petit peu à les producteurs de ne pas avoir tellement de coûts chaque fois qu'ils font quelque chose dans l'échelle alimentaire. Ça coûte tellement de produire une poule ou le poulet comme un petit producteur. Mais ça peut changer. Mais je pense que c'est deux conversations qui ont besoin d'arriver en même temps. Sinon, on va continuer de faire ce qu'on est très, très, très habile à faire ici en Canada, c'est d'aller à les autres régions du monde puis dire, moi, je ne vais pas payer vous, je veux votre nourriture cheap, puis je vais continuer à ne pas donner assez d'argent à mes travailleurs, puis c'est ça, c'est un cycle. C'est ça que je pense est très important, qu'on commence à parler de la coût de vie, puis les salaires qui ne sont pas assez hauts, puis ouais, c'est ça. Puis on peut-tu parler des billets? Là? Pouvez-vous reparler Ouais. de ça, des billets qu'on donne à ceux qui ont les plus défavorisés? Oui, merci bien de demander ça aussi. Donc, oui, parce qu'on sait qu'on ne peut pas vraiment comme trouver la solution à l'insécurité alimentaire en donnant les coupons nourriciers, mais on peut soulager les symptômes un petit peu. Avec les coupons nourriciers, chacun de nos marchés fermiers va avoir 1 à 3 partenaires dans la communauté. Ce sont des organisations en but non lucratif qui sont comme dans la communauté. Ils sont en train de parler avec les personnes qui sont en train d'expérimenter l'insécurité alimentaire. Puis on offre un taux entre 25 à 50 pièces par semaine, cependant la grandeur de la famille, qu'il peut utiliser au marché fermier. Puis, on voit que ce programme, ça fonctionne. Par exemple, l'année passée, on a donné environ 450 000 de coupons nourriciers à des centaines de familles. Plus que 98% des coupons nourriciers ont été utilisés. Puis, on a trouvé des données très intéressantes. Par exemple, 94 à 95% des personnes ont trouvé qu'il était en train de manger mieux pour leur santé, leur définition de santé, ça c'est très important. Aussi, 94%, je pense que ça c'est les chiffres, ont trouvé qu'il y a un plus élevé sentiment d'être bienvenu dans leur communauté. Donc, c'est en même temps qu'on fait ça, on sait que l'argent qui est c'est pas le mot pour ça en français, je m'excuse, qui est utilisé à les marchés, ça va directement dans l'économie locale. Au lieu de l'argent, souvent, si on fait comme je ne suis pas contre les food banks, là, ils sont tellement importants, mais si la nourriture qui vient de là, vient de les Loblaws ou la Empire, la Sobeys du monde, ça, c'est l'argent qui ne va pas supporter nos producteurs locaux. Donc, je pense que c'est, en anglais, on dit a win-win-win. Et c'est un programme qui travaille bien, ça fonctionne bien. On a des programmes de coupons nourriciers en Québec à cette heure, aussi à Manitoba, la Colombie-Britannique, et ça commence à Saskatchewan. Je crois que c'est temps pour ça d'arriver à Nouveau-Brunswick. OK. Merci. Ça m'a fait plaisir. I see some questions in the chat.
Je vois d'autres questions dans le clavardage. Nous avons une question de Marino. Marion, est-ce que vous voulez poser votre question directement ou est-ce que vous voulez qu'on la lise? Ok, je peux poser la question. Ma question porte sur le marketing. Est-ce que vous avez des exemples de stratégies que d'autres marchés de producteurs ou de paysans ont fait pour augmenter leur part de marché, pour contrer les grands budgets que les grandes enseignes ont et pour aider ces marchés locaux? C'est une excellente question. Il est assez difficile, en fait, il est assez difficile quand vous avez des grandes enseignes, des grands supermarchés qui sont en compétition avec les petits marchés. C'est un peu compliqué, je dois dire. Vous savez, nous essayons vraiment d'être restés positifs autant que possible. Mais il y a des biens ou des actifs, et nous avons un sentiment coopératif, anti comme grande enseigne, notamment chez les milléniaux, chez les jeunes générations, qui sont, par exemple, nos plus grands postes en tant qu'association de marché de paysans. C'est là où nous postons pour nos fermiers. C'est le plus grand posté. C'est ce que nous avons posté l'année dernière. Nous reconnaissons qu'on n'aura jamais le budget que les grandes entités comme les grands supermarchés, mais nous aurons l'avantage d'être là pour les gens et d'être humains. Et c'est ça le cœur de ce que nous faisons. Et ça se manifeste très bien sur ce que nous faisons. Nous passons beaucoup de notre temps à rendre visibles des marchandises qui célèbrent le fait de faire partie de votre système alimentaire et des aliments qui font partie de nos communautés. Par exemple, les produits de Manitoba, des produits Prince qui on les vend au gros à nos paysans pour qu'ils puissent faire du profit. Et cela a été très important. Nous mettons en lumière les histoires des personnes qui vendent dans nos marchés. Nous donnons un aspect humain à nos marchés. Un aspect qui est compétitif pour nous, c'est que personne ne va à Costco pour 1 heure et demie pour Costco un samedi après-midi et pour dire, ah, je suis partie à Costco, j'ai passé 1 heure et demie, c'était génial. Par contre, quand on va au marché de paysans, on passe un excellent moment parce qu'on rencontre des gens, des amis, on achète les produits qu'on veut. On achète ce qu'on veut et on sent qu'on fait quelque chose pour nous et pour la communauté. Alors, nous avons cet avantage compétitif, c'est qu'on raconte des histoires et nous mettons en exergue l'humain. C'est quelque chose qui est très puissant. Par exemple, faire des petits documents, des infolettres qui parlent d'un paysan et les placer un peu partout dans les différents restaurants pour parler de ces personnes dans les cafés, on met ces petites histoires. Ce sont des histoires vraiment qui frappent. Pour finir, au niveau de l'impact, le marketing local est nettement plus efficace. Mais on on fera toujours face à des grandes enseignes qui auront des grands budgets. On ne pourra jamais avoir leur budget, on ne pourra jamais avoir leur force. Mais on a l'humain, c'est ce qui est le plus important. Merci pour cette question. Et je voulais juste, j'aimerais juste rejoindre je répondre à la question d'une collègue qui a parlé du programme alimentaire du Canada. Je sais que les collègues du Nouveau-Brunswick, mais également de Nouvelle-Écosse, on sont au courant de cette négociation, de cette discussion avec le gouvernement en matière de sécurité alimentaire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Justine avant de partir? Pour Justin, avant de terminer la session d'aujourd'hui. Oui, je vois une question de la part de Stéphanie Casey. Vas-y, Stéphanie.
Oui, bonjour. Premièrement, merci beaucoup, Justin. Ta présentation était très, très appréciée. Um, my question is more in regards Ma to, and I think question you porte also notamment, et saw je that in pense your many que vous l'avez travels as déjà vu well, à in the travers vos discussions, voyages that en rurality, Nouvelle-Écosse, c'est we face in a lot of our la réalité regions. dont nous faisons face dans la And I majorité de love the nos Barcelona régions. model, and Et I think that would j'adore le be awesome to modèle de have those Barcelone. Je pense que farmers ça aurait été markets très pop intéressant up d'avoir ces like marchés 2 or 3 kilometers paysans radius from qui, the euh, population. qui sont pas très But it's loin de la also to how population. could we, Mais je me what pose could be a également la model that could question, be quel interesting? serait I un know I've modèle qui seen serait assez something like intéressant? example that was J'ai vu des implemented in Quebec, exemples like qui a ont été nomad mis en market. œuvre au Québec, un Genre marché marché mobile, nomade sinon euh, that qui would bouge change un peu from one partout, location to another during the qui week. change d'un lieu à un autre selon la Or is it semaine. just to, Ou peut-être un I think modèle où that nous aurions un that marché does fermier include ou, different logistics as well. So qui a d'autres I don't know. logistiques. It's really interesting. It's food for Vraiment, thought. I don't know if you had anything c'est vraiment, ça thoughts nous pousse à about that, or réfléchir est-ce que vous avez des how could we idées? address that rurality Comment on peut issues as well? faire face à ce problème Smaller Yeah. markets de or ces food hubs, petits distribution marchés, centers, peut-être or des yeah. centres de No, distribution, that's a des great pôles challenge. de marché? C'est un grand Um, problème, je dois it's dire, hein. interesting because as C'est très somebody who spent intéressant about 11 years of my life comme in New quelqu'un Brunswick, I qui a know that passé 11 at ans au one point the Nouveau-Brunswick. rurality of New Brunswick was one of its strengths. Je There were a sais lot of que au decentralized Nouveau-Brunswick, il y community-based a eu economics beaucoup that up to very d'économies recently décentralisées qui, jusqu'à were récemment, oven for of the communities. étaient basées My sur la father worked in pulp communauté. and paper. Mon père a I've travaillé worked dans in le agriculture. papier, j'ai travaillé I dans have many friends who work in l'agriculture, forestry. j'ai I've plusieurs amis seen how qui consolidated travaillent industry dans is la over time. sylviculture, j'ai There's pu been a voir lot le of temps movement. qu'on y passe. I have family Et from Heartland, New j'ai de la Brunswick. When I grew famille up, de Haven, there was a movie Nouveau-Brunswick. theater and like Nous multiple restaurants. avions un And now there's very théâtre et little des service restaurants et in the maintenant il n'y area. a pas de service dans cette Fewer, zone fewer tout farmers simplement and parce qu'il y a local moins businesses. There's less d'agriculteurs, income. il y a plus de It's all personnes qui consolidated travaillent, qui sont and sorties et conventionalized. sont So parties. the Donc, long-term on tue solution un might peu le be rural. La to leverage solution, selon mon rurality point de vue, c'est as tirer an profit de cette ruralité embedded et example of notamment resilience, un something exemple that de I cette find résilience que je trouve along the vraiment Acadian shores très that stood intéressante et que je vois dans la partie of d'Arcadie, c'est owner-operators that have c'est les access to opérateurs qui ont licenses within accès their own des communities to licences à des drill some, permis au sein de leur communauté et but même des everything. installations pour le traitement So long alimentaire term des will produits be de la mer. exploring Mais things ce like sont des Mackenzie indépendants Trust, exploring things like what has Irving done to New Brunswick's economy, d'explorer by d'explorer en privatizing se posant la so question much of what used comment to on peut be privatiser owner-operated and l'économie pour community-based. que ça So soit that's basé long sur la term. communauté et que ce Short soit la term, communauté qui as we dirige deal with sa the problems of production et rurality, le traitement de we ces have produits. to En essayant de have de régler ce problème increasingly de consolidated ruralité, municipalities nous invest essayons, money in il est incentivizing people to important que come in ces and have brick and municipalités mortar businesses puissent on their main streets again. Even small little population places like, pour que les personnes investissent dans ces Plasterbox. zones, pour que There ces is zones potential here ne all meurent up and pas. down the Elles ne BC meurent border, pas. for example, Par how exemple, instead of tout au long de la business rivière, qui locations nearby pourrait, on happen. peut créer des With petits regards to local commerces. food distribution, it can be Et challenging pour ce qui est de la when distribution, c'est un peu you're dealing with problématique, je dois rurality dire. over time. But one of the Surtout, solutions that we've been mais l'une des exploring in Nova solutions que nous Scotia avons is explorées en leveraging your Nouvelle-Écosse, c'est tirer profit your highest de concentration votre of haute population concentration de la and using that population to create et smaller tirer profit de efficiencies cela of pour scale. créer So des a hub and efficacités à spoke petite model échelle. is something that Par we're exemple, des modèles exploring de petits in pôles. Nova Scotia. The Nous avons Halifax model exploré une nouvelle wants Écosse. to serve Le mostly pôle de as Halifax an sert en aggregation fait, storage c'est un agrégat de stockage et de redistribution. Ça veut dire, nous avons un centre de redistribution. Ça veut dire, on prend des produits des zones rurales, on les regroupe en volume, et puis en taille ou en quantité pour servir les restaurants, le détail, les institutions. Et nous interagissons avec des petits pôles, notamment dans de petits pôles, et nous couvrons également les petites régions éloignées. Donc, si ces petits vendeurs interagissaient entre eux, ça aurait été compliqué, mais nous servons un peu comme jonction, comme un point de contact. Au lieu que la marchandise se déplace d'un endroit à un autre, c'est complexe. Mais avoir ce petit pôle, ces petits pôles ou ces autres initiatives
communautaires nous permettent d'aller, par exemple, de transporter et de regrouper cela. J'ai vu cela en Turquie, ça aide énormément. Selon mon point de vue, je pense qu'il est important qu'au lieu d'avoir un programme centralisé, nous devons investir dans le soin de santé, nous devons subventionner, pas subventionner plus non, mais il devrait être aidé par le gouvernement en matière d'éducation, en matière de santé, mais ça devrait être également en matière d'inefficacité. Le gouvernement devrait intervenir pour réduire cette insécurité alimentaire, notamment dans le moment de risque où le paysage est, par exemple, comme c'est le cas au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, est très compliqué. Donc, le gouvernement doit intervenir pour retourner la vapeur. C'est une conversation qui est assez complexe. Je pense qu'avoir des marchés paysans partout est très intéressant. Mais on doit quand même s'assurer que nous devons avoir des marchés fermiers où des fermiers peuvent y aller et sont présents. On ne peut pas avoir des marchés où il n'y a pas de fermiers. On ne veut pas perdre l'authenticité d'un marché parce que nous voulons être trop grands, nous voulons aller trop loin. Voilà. Je suis désolée, peut-être que je ne réponds pas à votre question. Honnêtement, merci beaucoup. Merci. J'ai pris des notes très utiles et j'ai compris ta direction. Merci, j'apprécie ta réponse. Moi, j'ai une autre question aussi. Dans les marchés des produits locaux, marché des fermiers, nous autres, on appelle ça les produits locaux parce qu'on a aussi des gens qui font la transformation des produits. Qu'est-ce que tu as à nous raconter là-dessus? En Nouvelle-Écosse, peut-être qu'il y en a beaucoup des transformateurs. Nous autres, on a des petits qui viennent. Tu peux dire que ce soit le miel, le sirop d'érable, que ce soit les gelées, les confitures, tout ça. Là. Disons, il n'y a pas juste dans le marché des fermiers, il n'y a pas juste des fermiers, il y a aussi des gens qui transforment la matière. Certainement. C'est très, très, très important. Pour nous autres, on a aussi, en Nouvelle-Écosse, on a le plus grand haut montant de marché fermier par capita, mais aussi le plus haut montant des microbrasseries par capita. Et c'est tout connecté à la fin de la journée, d'avoir cette abondance. C'est très important pour nous autres d'avoir des transformateurs à nos marchés pour avoir comme des règlements qui ne sont pas trop stricts, mais qui guident nos marchés. On dit en anglais « make it, bake it, grow it ». Okay. Tu dois transformer un produit, mais c'est ce qu'on on peut pas accepter les personnes qui sont juste en train de revendre des autres produits. Il faut que tu fais de quoi pour augmenter la valeur. C'est ça, parce que les normes aussi sont là. Les normes varient d'une province à l'autre, les normes pour la transformation. Comme toi, quand je suis allée au Portugal, puis j'ai vu tous les poissons, c'est ça, à l'air du temps comme ça, je me disais ici, ici chez nous, ça ne serait pas accepté par le ministère de la Santé. L'emballage par-dessus emballage, là, dans les marchés, là, il fait face aussi. Hein. On n'a pas le choix parce qu'il faut suivre les normes de la province. Ça, on n'a même plus le droit au Nouveau-Brunswick de vendre des œufs et du beurre au marché. C'est interdit. Ouais. C'est un bon commentaire. C'est très difficile. Quand j'étais en France, par exemple, je n'ai pas vu les cimetières à côté des magasins qui étaient en train de vendre le lait et des produits laitiers crus. Et je pensais qu'il devrait y avoir un cimetière, non? C'est ça qu'on dit ici en Canada, que tu vas mourir si tu manges ça. Non, c'est un produit ancien. C'est un produit ancien. On a des artisans qui savent comment produire puis transformer ces produits-là. Et je pense que c'est très important oui, c'est drôle, mais en même temps, je ne suis pas contre les règlements, mais il faut qu'ils soient sains. Ils sont ciblés sur les besoins de les personnes, pas ciblés sur les besoins des grosses corporations qui ne sont pas intéressées seulement pour nous autres. Donc, il faut aussi que ça change. On a beaucoup de commentaires à cette heure à propos de changer des règlements pour aider l'achat et vente des produits intraprovinciaux, mais il faut qu'on parle aussi de c'est quoi les règlements qui sont pour les petits producteurs aussi. Une autre question.
Je pense qu'on est là pour ça. Connaissez-vous les coopératives en France? Ils ont démarré beaucoup de coopératives en France avec les bénévoles qui travaillent au jardin, qui reçoivent des jetons. Et ils font leur propre marché ensuite. Puis les gens qui reçoivent des jetons payent la nourriture moins chère, mais tout le monde a le droit de venir au marché. Et le producteur, à ce moment-là, se sent moins, il est moins fatigué, là. Sur le plan mental, c'est plus facile à ce moment-là. Et le projet a démarré au Québec cette année. On va l'analyser là, à la fin de l'année, à la fin de l'été, pour voir comment ce projet pourrait faire partie de nos coutumes à nous autres, là. Mais n'avez-vous déjà entendu parler de ça? Non, pas assez d'avoir des commentaires. Donc, j'ai hâte de recevoir votre étude. J'aimerais ça OK. beaucoup. Merci. Parce que ça va très, très bien en France, mais là, on essaie au Québec, mais j'ai pas, on essaie là. On est à l'essai cette année. Merci, Jeanne d'Arc. Je vois aussi qu'il y a une question dans le chat. Si nous voulons appuyer le développement des marchés des fermiers au Nouveau-Brunswick, avec quel organisme nous suggérais-tu de collaborer au niveau d'expertise? As-tu des recommandations à ce niveau-là? Ben, je sais que Suzanne Fournier, avec le syndicat des fermiers, NFU, est très, très, très habile. On a aussi M. Maxime Gauvin, qui est extrêmement habile. Je pense que peut-être Maxime est même ici. Mais je sais que ça, c'est deux personnes qui étaient à la conférence où j'ai présenté à propos des études comme ceci. Donc, on peut commencer peut-être là avec... puis aussi, je pense que votre organisme, Food for All New Brunswick, est très, 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 très habile aussi. Donc, si l'offre est toujours là, puis je sais que mon collègue Jean-Nic Trudel de l'Association des marchés publics du Québec, qui est meilleur en français que moi, on est toujours intéressé à aider avec le développement d'un organisme provincial qui supporte les marchés fermiers. Puis, ouais, on est aussi, moi, là, je suis toujours content de partager mes réseaux. Pas les réseaux, mes Partenaire, contact. ouais, exact. J'ai toutes sortes de choses comme des guides d'information. Tu peux me envoyer une courriel, puis je serais très, très content de vous aider. Merci. C'est tout ce que je vois comme question dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez? Sinon, moi, j'en ai une autre qui peut nous amener un peu loin. Fait que tu nous dis, Justin, si c'est pas, euh, si ça va trop, si ça s'éloigne trop de ton sujet d'expertise, mais on sait que au Nouveau-Brunswick, il y a eu un peu plus d'énergie puis de fonds donnés au programme d'alimentation scolaire récemment. Ça gagne de plus en plus d'attention au niveau national puis au niveau provincial. Puis je me demande, surtout en t'entendant parler euh, de la ruralité, puis de comment on est divisé, il me semble que c'est similaire un peu à tous les besoins de programmes scolaires dans les écoles. Est-ce que dans ta recherche ou dans tes voyages, tu as pu voir certains exemples où les marchés ont sont comme liés aux écoles pour pouvoir pouvoir alimenter les enfants qui vont là, ou est-ce que comme tu as des exemples de ces relations-là entre marché fermier ou système alimentaire et programme scolaire? Pas nécessairement, mais je sais avec notre programme avec Nova Scotia Loyal, avec le gouvernement de Nouvelle-Écosse, c'est la 3e année qu'on offre le coupon de 10 pièces à chaque étudiant. Puis, chaque étudiant va recevoir ça à l'école. Donc, avant que l'école est finie, l'administrateur va les donner, les coupons, puis ils sont tellement contents. Et puis, ils peuvent aller à la marché et utiliser leurs 10 pièces pour n'importe quoi.
je l'ai déjà expériencé parce que les coupons sont donnés à les étudiants avant que l'école est finie, ce qu'on dit en anglais des field trips. C'est pas mal intéressant quand tu vois 40 à 80 petites jeunes dans un marché fermé en train de courir puis acheter des pains au chocolat ou des framboises, des cerises. C'est très excitant, là. Donc, ouais, ça, c'est pas comme vraiment intégré dans le curriculum, par exemple, mais c'est un exemple. Puis, au niveau des programmes de nutrition, par exemple, je sais qu'on a des programmes en Nouvelle-Écosse aussi. Ça serait très, 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 très important pour chaque dollar public qui est dépensé sur les programmes serait ciblé sur les producteurs locaux. Si c'était par comté, mais si c'est comme c'est un investissement, si on veut, qui peut soutenir les producteurs locaux et les transformateurs locaux. Mais il y a de potentiel là, je crois. OK, merci beaucoup.